pas marché. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Le mois dernier, on vous vantait la toute-puissance de l'imaginaire face aux événements néfastes de ce début d'année, et c'était sans compter sur un violent retour de bâton. Alors que Jupiter Ascending peine encore à se rentabiliser tout comme Chappie, le public a tranché et il s'est déplacé en masse pour aller voir un sniper américain, Bob l'éponge, ou encore un couple Phalas en train de faussement batifoler. Sans même en référer à la qualité des films, cela prouve bien une chose, les spectateurs sont plus que jamais attirés par ce qui leur est familier et préfèrent fuir l'originalité à toute vitesse. Vu les 3 tonnes de suite qui arrivent, ils auront de quoi faire, mais pour ceux qui voudraient encore être surpris, étonnés ou même bousculés dans leurs habitudes, eh bien déjà sachez que vous êtes des grands malades, et ensuite les films que nous avons choisis ce mois-ci devraient vous satisfaire. Passer d'un côté de la caméra à l'autre n'a pas l'air si difficile quand on voit combien de comédiens s'y sont risqués, souvent pour se planter un bon coup, afin de repartir de plus belle chez d'autres réalisateurs. Ça s'est aussi avéré payant pour certains, qui sont revenus sur le devant de la scène comme jamais, à l'instar d'un Ben Affleck par exemple, et c'est aujourd'hui le beau gosse suprême du moment, j'ai nommé Ryan Gosling, qui tente sa chance avec Lost River. Alors une chose est sûre, ce cher Ryan n'avait pas besoin de ça pour gonfler sa popularité. Après un début de carrière discret, le bougre a évidemment explosé avec Drive, et chacun des films dans lesquels il joue désormais est un événement pour sa seule présence. Et si le talent du type devant l'objectif n'est plus à démontrer, sa gueule d'ange ne l'empêchant en rien d'intérioriser des démons ténébreux, le bougre a de quoi provoquer la jalousie tant il a tout du genre parfait, en étant musicien à ses heures perdues, en couple avec Eva Mendes pour énerver ces messieurs, et s'affichant dans les tabloïds en train d'assister par hasard des gens dans la rue en bon samaritain qu'il est. Bref, on pouvait très bien se prendre à rêver que ça y est, enfin, le portrait idéal du bonhomme allait en prendre un coup avec sa première réalisation de Lost River, sauf que, manque de bol pour les envieux, le petit père ne s'y est pas pris comme un manche. De son propre aveu inspiré par ses réalisateurs fétiches, à savoir Nicolas Winding Refn et Direction France, Gosling imagine son film comme un entre-deux, ou plus concrètement un conte de fées macabre à l'esthétique ultra léchée, situé dans un environnement terriblement réel, celui de l'Amérique industrielle déchue. Rien qu'avec ça, ça a déjà plus d'ambition que 90% de notre production nationale, mais blague à part, l'idée de suivre le parcours névrosé et chaotique d'une mère et de son fils dans les ruines du pays de l'oncle Sam était d'autant plus excitante que le jeune cinéaste ne s'est rien refusé et il s'est même fait plutôt plaisir. Avec la même équipe de production que Drive, la même chef décoratrice et Benoît Despy à la lumière, qui est, on le rappelle, le chef opérateur de Gaspard Noé ou de Spring Breakers, on est clairement devant un film qui a mis les petits plats dans les grands, sans même compter son casting bourré de talent. Les meilleures intentions du monde ne pouvant pas toujours combler les tâtonnements naturels à une première fois, Lost River possède forcément les qualités de ses défauts, à savoir que c'est un film sous influence, et qu'aussi diverses et prestigieuses soient ces dernières, et bah ça se sent un peu. Le sel du projet Lost River tient dans la rencontre entre ces univers qu'a priori tout oppose, où les fantômes de la ville de Détroit se heurtent à la folie baroque d'un Jodorowsky ou à une horreur très graphique rappelant le giallo. Par conséquent, la réussite de l'entreprise devait prendre forme par un mariage des genres, où le lyrisme et une certaine candeur adolescente font face à des problématiques très concrètes, et en cela, la symbiose que cherche à créer Gosling peine quelque peu à venir. Son travail est indéniablement appliqué, mais souffre du syndrome de la citation dont il n'arrive à se détacher, le film n'y allant pas de main morte sur une mise en scène qu'on pourrait facilement qualifier de poseuse, avec notamment des effets de style qui lui viennent tout droit de Winding Refn. Le temps qu'il installe chaque facette de son décorum réalistico-fantaisiste, le caractère paradoxal de l'ensemble peine à s'effacer, tant chaque partie renvoie la balle à l'autre. Fatalement, c'est lorsque les enjeux s'envolent et que le troisième acte démarre que tout ce travail délicat d'exposition finit par payer, puisque le caractère fantasque prend le dessus sans perdre les enjeux du réel. Visant une certaine radicalité dans la forme, Gosling livre alors des scènes à l'ambiance pesante et inquiétante, dans un ballet cauchemardesque soutenu par des idées de décors et de personnages qui dégueulent de symbolique par tous les pores.
C'est dans cette dernière partie que toutes les tonalités s'imbriquent les unes avec les autres pour enfin devenir cette quête aussi envoûtante qu'anxiogène, preuve si l'on est que les efforts de Gosling payent, et qu'il a bien fait quelque part de ne renier aucune de ses envies. Surtout que devant la force de certaines images, il semble difficile de rester de marbre, le film étant traversé par quelques fulgurances, comme l'idée de cette ville submergée au fond d'une rivière, dont les spectres hantent les environs telle une malédiction. That's why they call this Lost River. As soon as the last town was drowned, an evil spell was cast on Lost River. That's why this whole place feels like it's underwater too. Avec une musique atmosphérique composée par les Chromatics qui avaient déjà œuvré sur Drive et une photographie qui ne lésine pas sur les plans picturaux, Lost River aurait pu faire office de simple objet esthétique si Ryan Gosling n'y avait pas imprimé quelques obsessions d'enfance et un spleen adolescent très justement porté par la toujours aussi fabuleuse Saoirse Ronan. Il en ressort une œuvre fragile, ce qui ne l'empêche pas pour autant d'avoir un caractère bien trempé, prouvant au passage que son beau gosse de réalisateur en a dans le ventre. Il reste à voir si la suite de sa carrière de cinéaste réussira à transformer l'essai en s'appropriant pour de bon ses inspirations, mais bon, en l'état pour un premier jet, ça a déjà une sacrée gueule. À présent, préparez-vous à péter un bond pour de plomb, à retrouver votre âme de cinéphile la plus pure qui soit, et à célébrer dans la joie, l'allégresse et dans des torrents d'hémoglobine cette sacrée invention qu'est le 7e art. Il y a parfois des œuvres dont on a très envie de vous parler, mais dont on est obligé d'attendre bien trop patiemment le sortie, et aujourd'hui c'est jour de fête car on va enfin pouvoir se libérer du champion incontesté de la catégorie, tenez-vous bien, j'ai nommé Why Don't You Play Hell de Sonotion. Oh yeah. Si vous regardez cette émission depuis un moment, vous vous souvenez sans doute de combien on était heureux de chroniquer Detention de Joseph Kahn, après l'avoir vu quasiment un an plus tôt à un festival. Le record est désormais battu avec Why Don't You Play Hell, qu'on avait découvert lors de l'étrange festival en 2013, et qui débarque seulement maintenant en France en passant directement par la case DVD. Une nouvelle hérésie totale quand on voit combien l'un des derniers bébés de Sonotion est une tuerie dans tous les sens du terme. Ce réalisateur japonais très prolifique, puisqu'il a déjà bouclé plusieurs longs métrages depuis, sortait en 2012 d'une série de films plus graves qu'à ses débuts, avec notamment Land of Hope qui décortiquait sans détour les conséquences de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Sa volonté première avec l'œuvre qui nous intéresse était de revenir à toute berzingue dans le divertissement plus grand que nature, en sondant directement les raisons pour lesquelles il aime et pratique le cinéma. Ainsi, comme son nom l'indique, Why Don't You Play Hell parle d'une bande d'enfants qui se retrouvent à devoir jouer en enfer après avoir pactisé avec... Est-ce que tu es sûr que tu as vu le film? Comme son nom l'indique subtilement, Why Don't You Play in Hell suit une bande d'ados frappadingues de pellicules qui n'ont qu'un seul rêve dans la vie, réaliser des films. Et c'est vrai que quitte à en faire, autant essayer de pondre un chef-d'œuvre, même si les bougres vont galérer durant des années, jusqu'à subitement trouver la chance de leur vie dans une guerre de gangs ultra violente à laquelle ils vont prendre part malgré eux. Pas de quoi se réjouir à première vue avec une situation aussi dangereuse, et c'est pourtant dans ce bordel incommensurable qu'ils vont trouver toute la matière nécessaire pour mettre en boîte leur rêve de toujours. A priori, pas besoin d'en dire plus pour comprendre le délire dont il est question, mais pourtant, vous êtes sûrement loin, et vraiment très loin, d'imaginer le degré de folie et de générosité d'un tel film. Il faut dire que ce réalisateur complètement punk n'y va pas de main morte pour témoigner de sa passion absolue pour son médium, tant il fait preuve d'un enthousiasme communicatif à travers la bande des Fog Bombers, les Foufous de Cinoche. Lorsqu'il les montre en train de réaliser leur petit court-métrage dans des conditions très système D, il témoigne en réalité d'une profonde affection pour cette innocence totale durant l'enfance, lorsque l'on pense que tout est permis avec une caméra et que l'on pourchasse nos idoles. Reflétant sans aucun doute une partie de sa vie, il rappelle surtout combien cet art est fédérateur comme aucun autre, et le fait en citant très intelligemment toute une série de titres qui ont marqué l'histoire du cinéma. C'est ainsi que, l'air de rien, Sonotion détourne notamment la BO de Barry Lyndon comme celle du Mépris de Jean-Luc Godard, ou se réapproprie Cinéma Paradiso pour l'imprégner de culture asiatique. Il faut dire que la logique du japonais est la même que celle d'un certain Quentin Tarantino, consistant à se nourrir quasi exclusivement de ses seules influences cinématographiques pour accoucher d'une nouvelle histoire forcément pleine d'amour pour son support.
生涯の一本いい映画を撮ってくれよな。 Il y a surtout un autre point que partagent les deux réalisateurs concernant la construction narrative, qui décrit ici un crescendo dans lequel on fait monter la sauce longuement, quitte à un peu frustrer le spectateur, hein, avant de lâcher les chiens comme jamais. Et quand je dis comme jamais, c'est comme jamais. Tarantino est célèbre pour appliquer ce principe à des scènes mémorables, mais sa notion, qui n'a visiblement peur de rien, va carrément jusqu'à l'étendre à un film entier. Si Why Don't You Paint, elle fait constamment preuve d'une énergie décoiffante, son récit n'est pourtant voué qu'à un seul objectif, en préparant méticuleusement le moment de bravoure du scénario lorsque les Yakuza se foutent sur la tronche pour de bon. On n'en montrera pas trop pour vous garder la surprise, mais sachez juste qu'il s'agit d'un feu d'artifice monstrueusement fun, d'autant plus que la note d'intention méta du projet prend tout son sens, puisqu'on finit par assister littéralement au tournage du film que l'on est en train de regarder. Un tour de force prodigieux qui s'exprime pendant presque une demi-heure de jubilation totale, dans laquelle Sion ne retient plus ses coups et explose tout sur son passage. Ce grand malade va même jusqu'à reprendre l'image la plus célèbre de Kill Bill pour la résoudre en un seul plan avec une frénésie étourdissante, et ce n'est pourtant pas une surprise quand on considère le reste d'un métrage habité comme jamais, qui ne cesse de jongler avec les genres dans une célébration de tous les instants, et qui crie son amour pour le 7e art de la plus sincère des manières. C'est bien simple, la dernière fois qu'on a vu un film digérer autant d'influences asiatiques pour leur offrir une forme aussi furieuse et inventive, et bah ça s'appelait Kill Bill. Why Don't You Paint, elle, ne s'en cache jamais et s'impose comme la réponse parfaite au film de Tarantino, en faisant preuve d'une dévotion et d'une ferveur au moins aussi colossale. Après un tel film, comme dirait l'autre, vive le cinéma! Et donc forcément... What do we know about this guy? He's a convicted hacker serving 15 years at MIT. Genius coder. I want you to commute my sentence for identification and the apprehension of the guy you're after. Et nous voici dans la troisième partie, et c'est bien parce que nous sommes 3 sur le canapé, c'est un peu différent d'habitude. Pourquoi 3? Parce qu'on va parler d'un film que je n'ai pas vu. La première personne, c'est notre invité. Salut Fred. Salut Fred. Je suis rédacteur en chef pour les chroniques du Cliffhanger. Et à ma droite, le boss, le Clone Mel, Marc. Salut Marc. Salut. Et vous allez parler de Hacker de Michael Mann. Le film se fait défoncer la tronche aux États-Unis. Est-ce que Michael Mann se serait planté une fois de plus après Public Enemy ou est-ce que pas du tout? Moi je trouve pas en fait, je comprends pas trop ces critiques énervées de rédacteurs américains qui l'ont complètement défoncé. Parce que, on va détailler le truc, mais c'est un bon film en fait, au final. Oui, là-dessus on est d'accord, c'est vraiment un très bon film. Michael Mann est un immense réalisateur, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que la critique américaine a eu vraiment la dent dure et que c'est un petit peu incompréhensible, même si personnellement j'ai quelques petites réserves sur le film. Et justement, quelles sont ces réserves? Ah bah alors quelles sont ces réserves? Moi j'ai trouvé personnellement qu'il y avait, comment dire, une sorte de langueur un petit peu, des petites longueurs aussi, qui faisaient que le rythme était parfois un petit peu inégal. Et j'ai quelques réserves sur Chris Hemsworth qui, dès qu'on lui enlève son marteau, manque un petit peu de charisme. Effectivement, pour les longueurs, il y a un petit parallèle avec Miami Vice, où dans Miami Vice, ça commence comme un polar, ça enchaîne avec une histoire d'amour, ça repart vers d'autres choses. Là, c'est vaguement dans cet esprit-là, où il a essayé de mixer un peu des choses, et du coup, effectivement, le rythme est inégal. C'est très tendu au début, il y a un ventre mou, ça repart après, il y a un grand final. Voilà, mais ça justifie pas les critiques dégueulasses qu'on a pu voir passer. Et justement, comment est-ce que vous situeriez le film? Parce que, alors moi j'ai entendu dire que c'était un peu un James Bond, je vois pas d'où ça sort, il y a des mecs qui disent que c'est effectivement du Miami Vice, que c'est du film d'action contemplatif. Comment est-ce que vous le placeriez dans la filmographie par exemple de Michael Mann? Moi je trouve pas que ça ressemble à un James Bond, c'est bon, certes c'est un techno-thriller, mais il y a beaucoup de thématiques qu'on retrouve dans la filmographie de Michael Mann. Moi je le rapprocherais pas mal de Miami Vice effectivement, si ce n'est ce côté techno-thriller qui était pas trop le cœur du film, enfin de Miami Vice. Film d'action contemplatif, à certains moments non, enfin les séquences d'action sont phénoménales, quoi. Mais elles sont
pas si nombreuses que ça, mais quand il filme les séquences d'action, quand il filme les grandes mégalopoles... Il y a la fusillade qui pète. Ouais, il y a la grosse fusillade qui pète. Vraiment. Moi, ce qui m'a fait effectivement penser à James Bond, je suis d'accord avec cette comparaison-là, moi. C'est le méchant du film. C'est un grand méchant un peu secret, dont l'identité est dévoilée qu'à la fin, mais elle n'a finalement pas guère d'importance. Il a un espèce de plan machiavélique à base de détruire le monde, globalement, hein, pour faire court. Après, ça reste du Michael Mann quand même. Et où le placer dans sa filmo, bah moi j'ai un peu l'impression que c'est un espèce de best-of en fait. Je suis sorti de là en me disant, tiens, il filme de nuit, comme dans Collateral. Tiens, il y a une histoire d'amour avec une demoiselle asiatique, comme dans Miami Vice. Tiens, c'est filmé en numérique, comme dans Public Enemies, avec le même genre de rendu. Oui, je suis assez d'accord avec ça. On retrouve en tous les cas dans le héros du film, c'est vraiment une synthèse de tous les héros qu'on a retrouvés, qu'on a vus dans tous ces films depuis Le Solitaire, quoi. C'est vraiment, il ressemble énormément aux caractéristiques du Solitaire, au personnage joué par De Niro dans Hit, en plus dans le sens où c'est toujours pareil, c'est un mec qui doit pouvoir tout lâcher en 5 minutes, comme dans Hit, il doit pouvoir tout lâcher et se barrer à toute allure. Michael Mann, c'est un mec qui a été un peu critiqué sur sa dernier film pour justement son expérimentation du numérique, notamment Public Enemies où moi je trouvais que ça ruinait complètement le film. Est-ce que là, c'est plus du côté de Collateral où c'est petit et c'est bien foutu, ou est-ce qu'il y a encore des problèmes là-dessus? Moi je trouve que ça marche. Ça marche parce que l'univers s'y prête en fait. Ce qui fonctionnait pas avec Public Enemies, c'est que c'était un film qui se passait au début du XXe siècle, et t'as envie de grain d'image, t'as envie d'une ambiance film noir, t'as pas envie de numérique hyper clair. Donc du coup, là ça marche, parce que c'est hyper moderne. Et moi franchement, je me suis sorti de la salle en me disant que ça aurait été super cool qu'il le tourne en HFR. Ça, voilà, c'est typiquement, c'est filmé à la caméra portée par moment, ça a un petit aspect documentaire, et du coup le réalisme et le rendu réaliste de ces caméras-là, moi je trouve que ça marche. Oui, ça marche. Il y a plein de plans, en tous les cas, qui se prêtent au numérique. C'est contrairement effectivement à Public Enemies où on s'attendait plus à de la belle reconstitution historique qu'à voir un film en numérique. Non, là c'est vraiment techno-thriller, informatique, oui, je trouve pas que ce soit discordant avec le thème du film. C'est assez intéressant d'ailleurs l'approche informatique qu'il a. J'ai vu qu'il avait fait appel à de véritables hackers, donc pour que ça ait vraiment de la gueule. On voit pas grand chose à l'écran, mais a priori les lignes de code qui figurent et la manière dont c'est mis en scène, c'est censé être réaliste. Alors moi j'y connais rien, je sais juste qu'il a fait appel à un mec qui avait créé le site de OkCupid, qui est un truc de rencontre américain. Il a fait appel à ce mec-là, il a été consultant sur le film, et a priori ils sortent des trucs qui sont réalistes et ça marche. Moi, l'une des réticences que j'avais, c'est justement toutes les parties où on les voit coder. C'est là qu'il y a des lenteurs, des longueurs, parce que c'est pas très intéressant, puis c'est pas très cinégénique. Voilà, ils sont en train de taper sur un clavier d'ordinateur. Bon, c'est bien, on sait pas trop ce qu'il fait, parce qu'on n'y connaît pas grand-chose, et puis... alors certes, ça fait avancer le récit, on est obligé de passer par là, mais je pense que ces séquences-là sont un petit poil longuettes, et c'est ce qui fait, à mon sens, que le rythme est un petit peu inégal. Ouais, elles sont un peu longues, c'est vrai. En même temps, elles sont obligatoires, c'est un film de hacking, donc du coup, on peut pas passer à côté de ça. Après, c'est toujours compliqué de mettre en scène des mecs qui codent sur des ordinateurs, quoi. À moins de mettre des enjeux idiots à la Opération Espadon, je sais pas si vous vous souvenez de la grosse référence à lourd. Dans Opération Espadon, il y a une grosse scène un peu rythmée parce que le mec a des comptes à rebours, machin, et du coup, ça donne peut-être un petit peu de rythme. Mais sinon, c'est compliqué, quoi. C'est un type qui code et il faut que ça soit crédible et en même temps d'essayer de retenir le spectateur en haleine, donc c'est toujours un peu bizarre. Et c'est du genre où il balance une tonne de trucs incompréhensibles ou... Un code, quoi. Moi, pour le tout petit peu que j'y connais en informatique, j'ai vu passer des lignes de code qui m'avaient l'air d'être plus ou moins crédibles. D'ailleurs, ce qui est un peu paradoxal avec ça, c'est que finalement, cette fin avec le plan du méchant, une espèce de truc un peu mégalo, bah moi je trouve qu'elle est pas si réaliste que ça. Et du coup, c'est un peu décalé à la fin, je trouve. Ouais, cette séquence, c'est vrai, elle est un peu énorme, mais elle est tellement bien filmée. Tout ce qui se passe, je trouve, dans cette scène est tellement rythmé. Justement, là, je trouve que le rythme
reprend totalement dans le film. Cette séquence est magnifique, quoi. En plus filmée de nuit, enfin, c'est somptueux, puis c'est vraiment, dès qu'il y a de l'action, quoi, il est... je trouve qu'il est inégalable. Ouais, Alors, on voit les étoiles dans les yeux. Ah, c'est vrai, il est super fort sur l'action. Il y a rien acheté dans aucune des scènes d'action qui sont filmées, c'est toujours très 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 bien gaulé. Il y a un côté très classique au film, peut-être que moi j'aurais voulu un truc un peu plus inédit vers la fin, toujours le parallèle avec James Bond où finalement je trouve que ça a plutôt tendance à être un petit défaut. Mais ouais, ça a de la gueule, c'est un super divertissement. Après voilà, il y a des petits problèmes d'écriture, des petits problèmes de rythme, mais bon, vraiment, par rapport à l'enjeu, par rapport à tout ce qui nous balance à la gueule, c'est énorme. Moi je crois que s'il fallait le classer, je préfère Collateral ou Miami Vice, que je mets un cran au-dessus. Enfin, ça reste quand même le haut du panier, quoi, tu vois, c'est... Donc il faut aller voir. Ah bah oui, il faut absolument aller voir ça. Et c'est la fin de cette émission du mois de mars dans laquelle on vous a tout d'abord parlé de Lost River, le beau gosse Ryan Gosling qui fait un film un peu étrange, un peu bizarre. Alors c'est pas parfait, mais c'est quand même bien mieux qu'un truc indé qu'il aurait pu nous prendre par-dessous la jambe. Donc voilà, vous allez voir, c'est un peu perturbant, c'est un peu loin démarré, mais ma foi c'est intéressant et on lui souhaite de continuer dans cette voie-là. Le deuxième film du mois, c'est Why Don't You Play Hell de Sonotion. Voilà, la réponse japonaise à Kill Bill, c'est absolument dément. Si jamais vous voulez l'acheter en DVD, je crois qu'il est vendu avec Mad Movies. Donc voilà, vous pouvez acheter Mad Movies, jeter Mad Movies et garder Why Don't You Play Hell parce que je peux vous assurer que vous le reverrez encore et encore et encore, dans mon sens c'est mieux. Et enfin, du coup, le retour de Michael Mann. Ouais, A4, ou Hacker plutôt, parce que c'est son titre en français, qui est un super divertissement, une espèce de petit condensé de ce que Michael Mann sait faire, histoire de rappeler qu'il est toujours là et qu'il en a toujours dans le ventre. Et allez le voir, c'est vraiment un très bon moment. Sachant que qui dit Michael Mann dit... Voilà, à ce sujet, il a ressorti de son premier film, Le Solitaire, chez WhatsApp Vidéo, dans un magnifique coffret remasterisé, et accompagné d'un livre d'entretien de Michael Mann, mené par... je vais écorcher son nom, Henry Michael Wilson. Ouais, pareil, j'ai entendu dire que le livre était super intéressant. Je l'ai pas encore lu, mais oui, paraît-il. Bon, Whiteside, on sait qu'ils font toujours ça très bien, donc voilà, c'est l'occasion de replonger dans Michael Mann et de revisiter ses anciens films. Et on n'en a pas parlé le mois dernier, mais ce serait quand même criminel de ne pas citer la sortie en DVD en Blu-ray de Gone Girl de David Fincher. On en avait parlé dans cette émission, je crois que l'émission est tous fans. D'accord, pour dire que c'était très bien. C'était peut-être même l'un des meilleurs films de l'année dernière, si ce n'est le meilleur. Donc voilà, Gone Girl, ça mérite le coup d'être revu et revu. Messieurs, merci beaucoup d'être venus. Mais avec plaisir. On rappelle que Fred, tu écris pour les chroniques du Cliffhanger et que tu écris pour Conweb. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur les sites, à nous faire coucou sur les réseaux sociaux et à laisser des commentaires sur Dailymotion, Facebook, YouTube et tout le tralala. Vous retrouvez tous les liens dans le générique de fin. D'ici là, portez-vous bien, allez au cinéma et ciao. Salut. Ciao.